Alors bonsoir tout le monde, on est content de vous voir pour cette soirée numéro 35. Ça fait des années qu'on pense à passer ce film, mais c'était toujours un petit peu compliqué de trouver des droits au genre de choses. Donc enfin, il est ressorti en Blu-ray récemment et vous allez voir une belle copie ce soir de ce film, qui est un film absolument culte et enfin, vraiment faut le voir. C'est un film très intéressant et choquant aussi, et un peu marrant aussi par moments. Oui, à l'image de son auteur, quoi. Ouais. Voilà. Donc on va vous parler un petit peu du réalisateur, donc il s'appelle Tinto Brass. Donc c'est un Italien qui est né en 1933 à Milan. Mais la ville de Venise, ça va devenir assez vite sa ville de cœur en fait. Il va tourner pas mal de films dans cette ville-là. Donc c'est un petit-fils d'un peintre décorateur et collectionneur d'art qui s'appelait Italico Brass. Donc ça veut dire qu'il a grandi vraiment dans un milieu très cultivé et avec des gens qui connaissaient bien l'art, voilà, et son milieu. Et en fait, quand il était jeune, en fait, il était beaucoup plus proche de ses grands-parents plutôt que de son père, qui lui était alors c'était un avocat pénal très très réputé à Venise à l'époque. Et durant la guerre, c'était un membre assez actif du parti fasciste quand même. Donc ça veut dire que tout de suite, il est rentré en conflit avec son père. D'ailleurs, apparemment, il était sévère et brutal. C'est comme ça qu'il le définit. Et tout de suite, il développe une allergie à l'autorité et aux conventions bourgeoises. Et forcément, vous allez voir que ça se revoit dans son cinéma, quoi. C'est vraiment un punk et voilà, quoi. Et un libertaire, comme je disais. Donc il se fait chasser de son foyer familial, mine de rien, alors qu'il est encore mineur. Parce que son père avait peur que son influence déteigne sur ses trois autres frères. Donc il s'installe adolescent à la Giudecca, donc c'est une des îles de la lagune de Venise. Et là il découvre ses deux passions principales, donc c'est le cinéma et les choses du sexe. Donc il fréquente en fait très très régulièrement une trentaine de salles de cinéma pour voir tous les films qui passent, mais aussi des maisons closes à Venise. Donc il se fait même falsifier une carte d'identité parce qu'il était mineur quand il y allait en fait. Donc voilà, bon, vous allez voir que ça aussi ça se transparaît pas mal dans ses films. Un peu, ouais. Ouais, un peu. Donc en 1956, il arrive à Paris et il est intronisé par Lotte Eisner qui était une historienne du cinéma assez très réputée, qu'il a rencontrée à la Mostra de Venise. Et en fait, il devient archiviste à la Cinémathèque française. Donc c'est pas le premier réalisateur connu qui sont passés par la Cinémathèque, il y en a d'autres. Et en gros, il exerce à côté, en parallèle, les activités de projectionniste et de monteur, d'assistant monteur au début, et ensuite il deviendra monteur. Et ça deviendra une de ses plus grandes passions, c'est ce qu'il préfère faire dans le cinéma. Et à la même période, il rencontre une femme qui s'appelle Carla Cipriani, et qui devient sa femme et donc la mère de ses enfants. Et elle deviendra une collaboratrice très proche sur tous ses films. Ils vont écrire des scénarios ensemble. Et donc elle est décédée malheureusement en 2006, alors que Tinto Brass est lui toujours en vie, il a plus de 90 ans. Donc voilà. Et il commence vraiment dans le domaine du cinéma en fait en devenant assistant de grands réalisateurs et aussi monteur pour certains films. Donc notamment un documentaire en Inde de Rossellini quand même. Aussi assistant d'Alberto Cavalcanti et aussi d'un autre réalisateur qui s'appelle Joris Ivan. Et il va décider assez vite, comme ça, naturellement, de passer à la réalisation pour la première fois en 1963, avec un film qui s'appelle Qui travaille est perdu. Et sauf que lui, ce qu'il dit, c'est que... Alors, c'est un film d'ailleurs qui s'inspire un peu de Godard et de la Nouvelle Vague. Vous allez voir qu'il a eu plein de phases dans sa carrière, hein, comme bonhomme. Et lui, il se considère plus comme un monteur qui fait des films que comme un réel réalisateur. Et en gros, vraiment, c'est pour lui, le montage, c'est vraiment une partie intégrante de la mise en scène. C'est là où il va travailler son style, en fait. Je vais vous parler un petit peu de la suite de sa carrière. Oui, bah, du coup, on va pas parler de tous ces films parce qu'il en a fait quand même une bonne trentaine. Mais il a eu plusieurs périodes, comme disait Bastien, en fait, un début de carrière un peu où il touchait un petit peu à tout. Il a même fait un western spaghetti en 66 qui s'appelle Yankee, qui est dur à trouver. Donc on n'a pas pu voir malheureusement. L'année d'après, il a fait un film avec Trintignant en 5ème vitesse, donc qui a un peu inspiré la Nouvelle Vague aussi. Et après, il a fait quelques films comme ça, assez mineurs, et c'est vraiment en 76 avec Salon Kitty que sa carrière a été boostée. Et c'est justement à cette période-là qu'il s'est vraiment mis à faire des films érotiques aussi, beaucoup avec énormément de nudité, mais jamais crade en fait. Hein.
Enfin, dit comme ça, mais un peu quand même, mais Un salon Kitty un petit peu. un petit peu, mais c'est pas gratuit en fait. Mais il avait quand même une réputation sulfureuse quand même, hein. Les critiques l'aimaient pas beaucoup Oui, quand bah, même lui-même, il disait qu'en fait, quand les filles étaient nues, quand il disait action, il disait tourne-toi pour mieux te voir, juste pour leur mater les fesses en fait. Pour voir un peu le bonhomme quoi. C'était un érotomane. Voilà. Et du coup, en 79, il a fait un film, son plus connu, qui est Caligula, je pense que certains connaissent, qui est une fresque historique sur l'empereur Caligula dément, qui est joué par Malcolm McDowell, l'acteur de Orange Mécanique, qui est un film absolument, je trouve que c'est un chef-d'œuvre et c'est un film qu'il faut absolument voir. Et dans le film, il y a Peter O'Toole aussi, Hélène Mirren. Et le producteur américain, c'était Bob Guccione, qui était producteur de Penthouse. Et du coup, qui lui, la nuit, tournait des scènes pornographiques pour les ajouter au film, sans en avertir Tinto Brass. Ce qui a plutôt fâché les deux hommes, en fait. Et du coup, il y a eu deux montages différents. Un montage de 1h40 et l'autre avec 1 heure en plus, que de scènes en plus, et beaucoup de scènes de cul, en fait. Et du coup, Tinto Brass a désavoué le film, en fait. Il a même pas voulu que son nom figure au générique. Et du coup, récemment, ils ont retrouvé 96 heures de rush, il y a 1 an à peu près, du film. Et du coup, j'ai décidé de faire un nouveau montage de 3 heures qui est sorti au Festival de Cannes 2023, qui normalement pourra peut-être ressortir en salle, On espère. on espère, donc ça peut être intéressant. Alors du coup, en 83, il se lance dans des sujets plus légers, en fait, des films érotiques, mais vraiment purement érotiques. Par exemple, on peut citer La Clé, qui est aussi un de ses films assez connus. C'est un film, voilà, avec un scénario, pas mal d'humour aussi. Qui se passe à Venise, justement. Ouais. Avec une sorte de trio amoureux bizarre, Oui, c'est ça. un peu libidineux. Il aime bien un peu les sujets des gens un peu déviants aussi, des fois. Il enchaîne avec un film qui s'appelle Miranda, en 85. Là, pour le coup, qui est vraiment absolument 100% érotique. Qui se passe à la campagne, celui-là. C'est ça. Mais par contre, le personnage principal, Miranda, est joué par une femme, évidemment. Mais c'est un personnage assez fort et indépendant. C'est assez fréquent dans la filmographie de Tinto Brass. C'est pas des filles nunuches un peu... plutôt des personnages assez forts, en fait, qui prennent le dessus sur les hommes, en fait. Et moi, j'avais mis des femmes pulpeuses et libérées. Donc, c'est les personnages qu'il aime bien mettre en avant. C'est intéressant pour l'époque, surtout pour un Italien qui est quand même... c'est comme réalisateur un petit peu macho, quand même, la plupart du temps, il faut le reconnaître. En 91, il a fait un film Paprika aussi, qui est vraiment pareil dans le thème érotique. Ouais, qui est d'ailleurs justement inspiré de son enfance, où il allait dans les maisons closes et tout. Donc, ouais. C'est un petit peu autobiographique. Et en 97, il a fait une comédie Monella. Donc en France, c'est Lola La frivole. la frivole. Alors là, c'est assez comique, mais c'est assez drôle quand même. C'est très, c'est vraiment très cul quand On même. a regardé hier. Donc, Il y a beaucoup de gros plans de sexe féminin, mais vraiment il se fait plaisir. Hein. Imagine des fois la prise des vues, il devait être par terre comme ça. Enfin, c'est assez, au ralenti. Enfin, c'est une bref. comédie potache à l'italienne, mais vraiment c'est assez marrant et en fait, je vous la conseille parce que c'est pas méchant quoi comme film. Hein. C'est plutôt joli. Hein. Ouais. Vite fait pour revenir aussi sur son style, comme on disait que c'est souvent il donne la part belle de ses rôles aux femmes. Et aussi, forcément, vu que c'est de l'érotisme, il va aborder des thèmes qui reviennent sans arrêt. Donc le voyeurisme, le libertinage, la transgression et aussi les fantasmes, hein, tout simplement. Et vous allez voir qu'il a quand même une mise en scène très esthétisante, je trouve. Il travaille souvent avec des très bons directeurs de la photo et des très bons décorateurs. Donc vraiment, ces films ont tous un style et puis une empreinte visuelle. Et même parfois, c'est complètement pop, notamment dans Lola la frivole et puis Miranda, il y a des scènes un peu sorties de John Waters. Moi, je trouve que ça ressemble un petit peu par moment. Et vraiment, il a un style reconnaissable, mine de rien. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors moi, je vais revenir un petit peu sur la jeunesse de Salon Kitty. Parce qu'en fait, dans les années 70, Tinto Brass, il voulait s'attaquer au sujet du pouvoir, en fait, et la perversion du pouvoir. Et en fait, il prévoit de réaliser un film sur les Borgia. Malheureusement, il n'a pas trouvé un financeur pour le réaliser, donc c'est tombé à l'eau. Mais par contre, son producteur, Ermanno Donacio, en fait, il lui propose un scénario adapté d'un livre de Peter Norden qui s'appelle Espionnage sur l'oreiller. Donc, en gros, c'est un scénario qui s'inspire d'une histoire vraie, et ça parle d'une célèbre maison close durant la Seconde Guerre mondiale à Berlin, où les prostituées sont formées pour espionner les dignitaires nazis. Lui, quand on lui donne le sujet, il n'est pas trop fan, mais par contre, il lit le scénario adapté du bouquin, qui est écrit par Cancini,
qui a notamment écrit Le Masque du démon et Divorce à l'italienne. Ouais, il a eu plein de récompenses pour ce film. Et il trouve que en fait, c'est pas mal et ça lui donnera l'occasion de parler de la corruption du pouvoir à travers cette histoire de nazis et aussi de dépravation et de sexe. Et en gros, il va pas pouvoir parler de pouvoir. Donc il veut que, tout de suite que le film soit assez soigné avec une empreinte visuelle assez forte. Et donc il fait venir le chef décorateur Ken Adam, donc, qui est allemand et anglais. Et lui en fait il a été chef décorateur sur 7 films de James Bond et Dr. Folamour. Et aussi à cette période il sortait d'une éprouvante aventure chez Kubrick. Donc pour Barry Lyndon, apparemment il est sorti complètement exténué et déprimé de l'expérience, parce que tout le monde le sait, Kubrick c'est un perfectionniste à fond, quoi. Donc là il voulait un petit peu relâcher, on va dire. Donc il est allé rencontrer Tinto Brass en Italie. Tout de suite les deux hommes se sont bien entendus et donc il est venu travailler sur le film, quoi. Et vous allez voir, c'est des très très beaux décors, franchement. Et aussi le film a eu quelques problèmes de censure. Notamment, alors vous allez voir, il y a une scène où les nazis testent les prostituées avec des personnes atteintes de difformité. Ça doit être plus long et plus trash. Et du coup, ouais. Ça suffit au final. Ouais. Et apparemment, il voulait en venir aux mains avec le producteur, parce qu'il voulait couper ces scènes, quoi. Parce que comme on dit, il adore le montage. Et d'ailleurs, c'est lui qui a monté le film. Et beaucoup de ses autres films. Donc voilà un petit peu pour la jeunesse du film, au niveau du casting, du coup. Oui, quelques acteurs connus dans le film quand même. Le rôle principal, c'est Helmut Wallenberg, c'est un petit nazi type opportuniste, qui est joué par un acteur autrichien qui est mort il n'y a pas très très longtemps, qui s'appelait Helmut Berger, pour ceux qui connaissent. Donc, il est en 1944, il est mort au mois de mai 2023, donc ça fait un peu plus de quelques mois. Donc il a été découvert par Luchino Visconti dans les années 60 et ils sont devenus amants assez vite. Il y avait une grande différence d'âge entre les deux, mais c'était un peu sa muse. Donc il a joué dans quelques films pour Visconti, donc Les Sorcières en 67, Les Damnés en 69 et Ludwig, Le Crépuscule des Dieux en 72. Donc il a une carrière assez quasiment exclusive en Italie, Lou Burger, quand il était jeune. Il a joué pour Vittorio De Sica, Massimo Dallamano, Lucio Tessari. Et en 76, Visconti est décédé. Et du coup, Mühlberger est tombé dans une espèce de dépression morbide. En fait, il a vu sombrer dans la drogue et l'alcool à cause de ça. Et il a enchaîné plutôt des films un peu plus, vraiment de série B plus légers, en fait. Donc on l'a vu dans quelques films italiens comme La Grande Bataille de Umberto Lenzi, Les Prédateurs de la Nuit de Jess Franco en 88, où il avait un garde du corps sur le tournage pour l'empêcher de sortir de sa chambre d'hôtel, pour pas aller en boîte de nuit par exemple. C'était un niveau assez élevé quand même. Ouais. Mais après, il a quand même eu un petit rebondissement. On l'a vu dans Le Parrain 3 de Coppola, où il s'est fait une calvitie spray, une grosse moustache, vraiment un rôle aux antipodes un peu de sa tête. Et récemment, on l'a vu dans Liberté de Albert Serra, en 2019. C'est son dernier film, du coup. Donc c'est une carrière d'une vingtaine de films, c'est pas non plus très florissant, mais bon, c'était quand même quelqu'un qui aimait bien abuser des bonnes choses, quoi. C'est un acteur marquant quand même, ouais. On s'en souvient. Son visage, oui. Il y a Ingrid Thulin aussi, qui est une actrice suédoise qui fait la Madame Kitty, du coup qui est née en 26 et morte en 2004. Donc c'était l'égérie de Ingmar Bergman. Elle joue dans beaucoup de ses films. Mais elle a aussi été dirigée par d'autres réalisateurs européens comme Alain Resnais, Visconti, Aldo Lado ou encore Cosmatos, le réalisateur de Rambo 2. Au niveau du casting, on peut aussi citer Teresa Anne Savoy, qui fait une petite jeune dedans. Donc elle est née en 55, elle est morte en 2017. Et elle joue le rôle de Margarita. Et on l'a vu aussi dans Caligula, du même Tinto Brass, où elle joue la sœur de Malcolm McDowell, donc elle a des rapports avec son frère. Donc voilà. Il y a aussi un rôle qu'on aime beaucoup dans le film, c'est Gruber, donc là, c'est vraiment le nom allemand, joué par John Steiner, qui est un acteur anglais qu'on aime beaucoup, qui est mort il y a presque 2 ans. Donc il a joué dans pas mal de films aussi, on l'a vu dans Caligula et Paprika, du même Tinto Brass. Et d'ailleurs Paprika c'est son dernier film en tant qu'acteur, et après il a abandonné sa carrière pour devenir agent immobilier à Los Angeles, jusqu'à sa mort. Donc c'est un peu. Et d'ailleurs je vous invite avec Bastien, on a fait une vidéo hommage à lui il y a 1 an qui est sortie sur notre chaîne YouTube, on revient beaucoup sur sa carrière. Donc il a joué chez pas mal d'Italiens, John Steiner, on l'a vu chez Damiano Damiani, Dario Argento,
Mario Bava, Lucio Fulci, Marco Bellocchio, Cosmatos, Deodato, Sergio Martino ou encore Antonio Margheriti. Quasiment que des rôles de méchants à chaque fois. Vous verrez, c'est un acteur très mince, très grand, avec un regard très sévère. Dans le film, vous verrez aussi un vétéran du western américain, John Ireland, qui a eu une petite période aussi en fin de carrière en Italie, une carrière un petit peu de creux. On l'a vu dans quelques films. Et dans le film aussi, il y a une actrice qui s'appelle Tina Aumont, pour ceux qui connaissent, qui était française. Pareil, qui a joué pour Roger Vadim, Bertolucci, Comencini, Martino, Bruno Corbucci, Fellini. Et pour ceux qui connaissent Norbert Moutier, c'est un réalisateur de bis français, même de série Z, elle a fini dans un de ses films en 93, où elle rencontre Jean Rollin, l'autre réalisateur qui joue dans le film, qui la fera jouer dans un de ses films, Deux orphelines vampires en 97. Donc ils sont des films vraiment, elle a fait comme ça, quoi, sa carrière. Ouais. Voilà pour le casting à peu près. Et puis juste pour finir, du coup, je vais vous parler de la vraie histoire du Salon Kitty, parce qu'à la base, c'est inspiré d'un fait réel historique. Alors forcément, vous allez voir que Tinto Brass et le scénariste ont vraiment modifié beaucoup de choses, hein. Mais le truc de base est réel. Donc à la base, le Salon Kitty, en fait, c'était une maison close de haute standing de Berlin, utilisée par le service de renseignement des nazis comme centre d'espionnage pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc la maison close, en fait, elle a été créée au début des années 30. Et par contre, le salon, il a été repris en 1939 par le général SS Reinhard Heydrich et par son subordonné Walter Schellenberg, donc là qui est joué par Helmut Berger. Ils ont modifié un peu le nom de famille. Et il est géré du début du salon jusqu'à sa fin par la même propriétaire et fondatrice, donc Kitty Schmitz. Et en fait, la fonction du salon, ça consistait à attirer les dignitaires allemands de haut rang et les visiteurs étrangers. Et en fait, essayer de les faire parler. En gros, il les séduisait au moyen d'alcool et de femmes pour qu'ils divulguent des secrets et qu'ils expriment leur opinion sur le régime nazi ou sur les dernières lois en vigueur ou sur les complots aussi. Les complots. Et voilà. Et en gros, forcément, il fallait trouver des femmes qui puissent faire ça, hein, parce que voilà. Donc, en gros, les SS, ils recherchaient des jeunes femmes prêtes à travailler dans le bordel comme auxiliaires de police, hein, donc ils étaient vraiment entraînés comme espionnes. Et il y avait une circulaire à l'époque qui passait, en fait, qui disait « À la recherche de femmes et de filles intelligentes, multilingues, nationalistes et nymphomanes ». Donc, et puis vous inquiétez pas, s'il n'y avait pas assez de personnes qui se pointaient, la brigade des mœurs de Berlin, elle arrêtait des dizaines de prostituées, en fait, berlinoises, pour sélectionner les plus attirantes comme agents potentiels au Salon Kitty. Et donc, comme je disais, elles ont été formées pour distinguer les uniformes militaires et pour percevoir les secrets dans des conversations anodines. Donc il y a quand même du gros gratin qui est passé par le vrai Salon Kitty, donc entre autres Heinrich lui-même, donc Joseph Dietrich, alors là c'est des SS de l'époque, Galeazzo Ciano qui était le gendre de Mussolini, et aussi Joseph Goebbels, qui apparemment, son trip, c'était de regarder des débats entre femmes. Donc voilà, c'était ce qu'il aimait en tout cas. Et en fait, le bâtiment a été détruit en 1942 par un bombardement anglais. Donc tout de suite, forcément, ça s'est arrêté. Et donc ensuite, une fois que ça s'est arrêté, Kitty Schmidt, elle va récupérer quand même son salon. Il n'y aura plus, bien sûr, d'espionnage. Mais par contre, elle aura des menaces de représailles si jamais elle disait que ça avait eu lieu, quoi. Et le nombre total d'enregistrements réalisés dans la maison par la Gestapo, elle est estimée par la Stasi aux environs de 25 000. Alors pour la plupart, aujourd'hui, ils sont quasi tous détruits parce que une fois que la guerre a été passée, il n'y avait plus vraiment d'utilité de garder ça, hein. Et puis il faut les entasser quand même, les 25 000 conversations, quoi. La plupart du temps, je pense qu'en plus, ils ne devaient pas dire grand-chose d'intéressant, quoi. Donc, des bruits, je pense, qu'on entend. Ouais. Alors apparemment, c'était pas seulement enregistré, c'était beaucoup de prostituées qui faisaient leur rapport oralement, en fait. Et donc, ils réécrivaient ensuite. Voilà. Oui, pour finir, on peut se dire que le film fait partie d'un courant cinématographique aussi qui s'appelle la nazi-exploitation. Alors qu'il y a un genre qui ne fait pas unanimité dans les fans de bis, en fait, même encore aujourd'hui. Il faut rencontrer des gens qui disent « Ah non, ça c'est un genre fasciste, etc. »
Bon, il y a juste nazi dans le titre, c'est pas non plus. En gros, pour expliquer un peu ce qu'est la nazi-exploitation, c'est des films d'exploitation vraiment inclure des nazis comme étant des actes barbares et sexuels en fait. C'est très. C'est précis. un peu vrai en fait au final. Mais, donc ça peut être dans des maisons closes, dans des camps de concentration, ça peut être voilà, des choses comme ça, souvent des lieux très, très clos en fait. Et on estime que le premier film à avoir influencé ce mouvement, c'est un film américain qui s'appelle Ilsa, la louve des SS, qui est assez culte aujourd'hui, de 75 avec Diane Thorne. Il y a eu plusieurs suites, mais qui n'étaient plus des nazi-exploitation. Et du coup, quand ce film est sorti, il y a plein de petits filons en Europe qui sont beaucoup en Italie, qui ont dit tiens, on va faire la même chose. Je vais vous citer quelques titres comme ça. Alors, il y a quelques classiques au début qui sont quand même du bis, mais au haut de gamme quand même. On peut citer Portier de nuit de Liliana Cavani, qui est un film aussi un peu crado aussi, hein. Avec Charlotte Rampling et Dirk Bogarde. Je vous le conseille pour ceux qui l'ont pas vu. Et qui fait plus hauteur, quoi. Oui, oui, c'est ça. Salo ou les Sauvages de Sodome de Pasolini évidemment aussi, hein, qui se passe pas en Italie, enfin qui se passe pas en Allemagne, en Italie, mais il y a quand même ce côté très critique du fascisme. Qui rappelle beaucoup Salon Kitty. Et Salon Kitty, vraiment, c'est les 3 films vraiment en Italie qui ont influencé plein de petits rejetons derrière. Alors du coup, en Italie, après il y a eu Horreur nazie, Le camp des filles perdues de Sergio Garone, qui est pas mal celui-là je trouve, mais qui est très putassier. Enfin, des filles qui prennent des douches nues qui sont contentes en fait, donc c'est un peu bizarre. Je pense qu'en vrai c'était pas douche froide. Douche froide, hein, oui. Il y a aussi La dernière orgie du Troisième Reich, donc là on rentre dans le vif du sujet, de Cesare Canivari. Holocauste nazi, arme secrète du Troisième Reich, de Luigi Bazzella. Alors celui-là c'est quelque chose, hein. Ils enferment un espèce de mec qui ressemble à un Yeti dans une cage, et dès que pour faire parler les femmes, en fait ils jettent les femmes dans la cage avec, c'est du gros bis, voire série Z en fait. Hein, là, Et il y a aussi Hôtel du plaisir pour SS, d'un certain Bruno Mattei, alors qui du coup pour le coup là est un plagiat de Salon Kitty plan par plan en fait. C'est exactement le même film mais avec beaucoup d'argent en moins. Et du coup la soirée du mois prochain, c'est une soirée dédiée à Bruno Mattei, donc juste on en parlera le mois prochain mieux, beaucoup mieux. Et on a un invité, bien sûr. Oui. Et du coup le genre s'exporte en France aussi, avec les films produits par Eurociné, qui étaient les producteurs de Jess Franco, qu'on a rencontré d'ailleurs. Elles ont fait des films vraiment, des films à tout petit budget. Elga la louve de Spielberg, Elsa Fräulein SS, très spécial pour Hitler, qui est leur meilleur. Ou Nathalie dans l'enfer nazi, donc c'est vraiment des films tournés en très peu de temps. Bon voilà, c'est... Oui, les nazis sont au milieu d'une ferme avec des moustaches, c'est incroyable quoi. Des fois, les mêmes acteurs font des soldats français et nazis, alors que c'est les mêmes acteurs en fait. C'est un peu. Voilà. Et aussi, Eurociné ont produit un film culte aussi qui s'appelle Le Lac des Morts Vivants, qui n'est pas un nazi-exploitation, mais qui est un film de zombies nazis où les nazis nagent dans une piscine pour remplacer. C'est très, très, très drôle. Un chef-d'œuvre. Et en France, il y en a eu un quand même qui est un peu culte qui s'appelle Bordel SS de José Benazeraf, qui du coup est un nazi-exploitation pornographique. Il n'y en a pas beaucoup. Avec Brigitte Lahaie dans le rôle principal. Donc, un petit sourire quand même. J'ai pas vu celui-là. Ouais, c'est pas terrible. Ah voilà, en tout cas, passez une bonne soirée. Ça va être sympa. Et surtout, le mois prochain, venez, ça va être. On fête les 6 ans de Bis Not Dead déjà. Donc, on organisera un peu aussi. Oui, puis il y aura David Didlot qui viendra présenter le film et puis ensuite répondre aux questions sur Bruno Mattei. Parce qu'il a écrit un gros bouquin dessus. Donc, et puis ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas eu un invité, donc ça fait vraiment plaisir. Bonne soirée. Bonne séance. Salut.